Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un journaliste et écrivain, l'une des plus belles plumes de sa génération, qui ne cesse d'être récompensé. Après avoir obtenu le prix de Flore en 2020 pour La Grâce, il vient d'obtenir le prix Interallié 2024 pour Cœur. Deux jolis noms pour deux jolis récits. Vous l'avez sans doute reconnu, Thibaut de Montaigu est notre invité. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Monsieur de Montaigu, dans Lumière intérieure, sur KTO, une lumière intérieure et même extérieure que dont vous avez eu la grâce et qui est l'objet d'ailleurs de cet ouvrage pour lequel vous avez obtenu le prix de Flore en 2020, puisqu'il s'agit d'une conversion que vous racontez en lien avec votre oncle Christian. On en reparlera sans doute, mais on va surtout parler de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le prix Interallié 2024, félicitations, Cœur, qui raconte... alors, il y a quand même des thématiques récurrentes dans ce 7e récit. C'est la filiation, la transmission, la rédemption, avec peut-être une différence par rapport à vos autres récits qui ont souvent une filigrane autobiographique, c'est que, et d'ailleurs on lit ça dans les dernières pages de ce livre, lorsque le livre se termine, dois-je déjà le dire, mais bon, justement, ça donne envie de lire aussi le début et tout, puisque c'est très très bien écrit. Le livre s'achève, une nouvelle vie commence. C'est parmi les derniers paragraphes de votre ouvrage, et c'est la question que je me suis posée, est-ce le cas ? Est-ce qu'effectivement, la boucle est bouclée, un livre s'est achevé, est-ce que le roman autobiographique, c'est fini pour Thibaut de Montaigu ? Ah non, c'est certainement pas fini, Autobiographique. Oui, non, je pense que... Et on va remonter, vous avez compris pourquoi je dis ça aussi. Bien sûr. En fait, depuis la grâce a été vraiment aussi, ça a été une conversion spirituelle en effet, mais ça a été presque une conversion littéraire aussi, où je me suis converti au récit littéraire, c'est-à-dire au récit en grande partie autobiographique en effet, mais où je me base uniquement sur des faits réels, sur des non réels, où tous les événements que je relate sont véridiques. C'est encore le cas dans ce livre, Cœur, et je pense que je ne ferai que ça à présent. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé au moment de l'écriture de La Grâce. L'œuvre de référence pour La Grâce, ce sont les Confessions de Saint-Augustin, qui est un livre majeur d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue littéraire. C'est l'invention de l'autobiographie. On parle d'autobiographie en Occident à tout le moins. Et ce qui est fou, c'est que ce livre qui est écrit au début, entre le 4e et le 5e siècle, c'est le surgissement du jeu en Occident. Il va falloir attendre près de 10 ans pour retrouver des autobiographies. Celle de Thérèse d'Avila, évidemment, je pense à Montaigne, et ensuite viendront Rousseau, Chateaubriand et bien d'autres. Mais tout ça pour dire que je n'écris que des récits littéraires, donc je pense qu'en fait, depuis La Grâce, j'ai ouvert un nouveau chapitre de mon écriture, et quand je dis une vie nouvelle commence à la fin de Cœur, c'est plus par rapport, parce que c'est une scène à la fin où je me retrouve avec mon fils, mes enfants sont très présents dans le livre, comme ma femme. Parce qu'on va reparler quand même effectivement de l'objet de ce livre. Voilà. C'est quand même un hommage, une lettre d'amour à votre père, et c'est tout autant aussi une enquête qu'il vous demande de suivre à la recherche de votre aïeul, votre arrière-grand-père, Louis. Parlez-nous-en d'ailleurs, mais... donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est mon père qui avait une santé déclinante, qui avait déjà plus de 80 ans, qui avait perdu la vue, qui vivait dans une petite maison de retraite, qui va me demander d'enquêter sur cet aïeul, mon arrière-grand-père Louis, qui serait mort dans la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France au premier jour de 14. Et mon père était absolument omnibulé par cette histoire. Il m'envoyait plein de documents au sujet de cette charge, en m'expliquant que c'était une charge héroïque, c'était la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France. Donc on sentait vraiment tout ce que ça représentait pour lui en termes de gloire, en termes d'honneur, en termes de filiation déjà. Et donc c'est vraiment lui qui va me donner mission d'enquêter sur cette charge, parce qu'en effet, cette charge comportait un mystère, c'est-à-dire que la cavalerie ne combattait plus à l'époque, elle était limitée à des travaux de reconnaissance ou de liaison. Évidemment, on n'allait pas envoyer 200 cavaliers comme ça contre des mitraillettes et des canons allemands. Et pourtant, lui a décidé de charger à la tête de ses hommes pour sauver un bataillon d'infanterie. Mais sans doute a-t-il cherché à mourir de façon glorieuse, parce qu'il s'était produit
un drame dans sa vie. Et donc voilà, ça c'est l'enquête, disons, qui constitue le squelette de Cœur, c'est essayer de comprendre quel est le mystère derrière cette charge de cavalerie. Et plus je vais mener ces recherches familiales, historiques, plus je vais me rendre compte qu'en fait je suis aussi en train d'écrire sur mon père et sur beaucoup d'autres membres de ma famille, comme s'il y avait une sorte de malédiction comme ça qui se répétait. Et c'est pour ça que je dis une vie nouvelle commence à la fin, c'est-à-dire que c'est en déconstruisant ce roman familial, les mythes familiaux dont on hérite sans le savoir souvent, et dans ma famille, voilà, c'était ces mythes de gloire, d'honneur, de recherche de grandeur, qui vont souvent mener les membres de cette famille, dont mon père, à connaître des échecs cuisants. Et à connaître des drames. Et donc c'est pour sortir de ce processus de répétition finalement que j'ai écrit ce livre. Mais c'est vous qui levez la malédiction justement. Voilà. C'est pour ça que je disais, un nouveau chapitre s'écrit, une nouvelle vie commence, je le voyais comme ça. C'est vrai que c'est en résonance avec la fin de vie de votre père. C'est un énorme hommage et on sent le cœur battre de votre père encore et vous l'écrivez extrêmement bien. Mais c'est vrai que c'est comme ça clôt un chapitre aussi, comme si vous aviez levé une malédiction, en lien également avec cette fameuse chevalière. Tout à fait. Il y a cet objet aussi de transmission de père en fils, en aîné, de père en aîné depuis des générations. Oui. Et je ne sais pas si je dois le dire, mais il faut, de toute façon vous lirez le livre, mais que vous ne recevez pas finalement, in fine. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que le livre commence par ce don de la chevalière. Là aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'est un petit frère, demi-frère qui l'a reçu, et pas vous, l'aîné. Donc là aussi, comme si quelque chose s'était rompu dans cette filiation. Tout à fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que le livre commence par ce don de la chevalière, parce que donc, mon père, qui avait des dettes, qui était complètement ruiné, qui n'avait plus rien, il lui restait une seule chose en ce monde, et c'était sa chevalière, qu'il avait héritée de Louis. Donc c'est lui qui me la donne. En plus, il me la donne dans une boîte à pansements. Donc là, les psychologues en feront leur miel, sans doute. Mais il me donne cette chevalière qui est la dernière chose qu'il possède au monde. Et il me dit, c'est un miracle qu'on l'ait conservée dans la famille, parce qu'elle appartenait à ton arrière-grand-père, Louis, qui est mort dans cette dernière charge de cavalerie. Donc, il y a un passage de témoin à ce moment-là. Il me donne la chevalière et en même temps, il me demande d'écrire cette histoire familiale. Et effectivement, à travers la chevalière dans le livre, va se jouer l'idée de se dire, finalement, de quoi on hérite, est-ce qu'on peut choisir l'héritage qu'on reçoit? Et c'est une question au cœur de ce livre, en effet, c'est-à-dire qu'on est évidemment prédéterminé par la famille dans laquelle on est, le milieu dans lequel on est, la culture dans laquelle on est, mais à quel moment se joue notre propre liberté? Et pour moi, le fait d'écrire ce livre, donc de mettre à distance cette histoire, sans la renier, c'est-à-dire que c'est aussi un livre que j'ai écrit pour mes enfants, pour savoir, c'est très important de savoir d'où l'on vient, connaître l'histoire familiale. Mais à partir de là, se dire, voilà, maintenant vous avez le choix, comme moi j'ai le choix, de dire, est-ce que j'endosse tout, est-ce que je prends tout, ou au contraire, je cherche à m'en libérer pour commencer un nouveau chapitre de ce roman familial. Le roman familial continue, mais à tout le moins, chacun peut écrire à sa manière un nouveau chapitre de ce roman familial. Et vous aussi peut-être, pour les prochains en tout cas. C'est ça que oui, sans doute, tout à fait. Une vie nouvelle commence, c'est vraiment apprendre dans ce sens de me dire, cette partie de mon histoire familiale, voilà, elle appartient à la littérature désormais, elle appartient à ce passé. Maintenant, on peut aller vers d'autres horizons. Pour revenir sur cette bague, cette chevalière qui ne vous a pas été confiée in fine, vous en avez ressenti quelques chagrins, un petit peu de ressentiment, de jalousie. C'est quand même difficile. Oui, alors le moment, en fait, c'est un moment dans le livre. En effet, mon père va me reprendre la chevalière. Et ça va être un moment très douloureux pour moi parce que je sais que c'était la seule chose que j'allais hériter de lui. Et en plus, il me le reprend, comme s'il me désavouait comme fils, comme si ce passage de témoin que symbolisait cette chevalière, finalement, il se repentait et il décidait de se dédire et de la reprendre. Et donc, effectivement, moi, je l'ai vécu comme un camouflet, très honnêtement. Je me suis dit, mais finalement, j'ai eu l'impression de me retrouver
comme j'étais déjà petit enfant et que tout d'un coup mon père ne me trouvait pas à la hauteur, ou parce que c'était un père qui était absolument flamboyant, charmeur, une sorte de Casanova, absolument délicieux, mais aussi très absent, inconséquent, menteur, voilà, qui a terminé complètement ruiné, qui a fait souffrir beaucoup de femmes, et en même temps, voilà, d'une éloquence, d'un chic absolument merveilleux. Et donc, j'ai eu l'impression, voilà, que finalement, je ne sortirais jamais de cette relation où je me sentais rabaissé vis-à-vis de mon père. Et vous lui en vouliez à ce moment-là ? Oui, je lui en ai voulu. Oui. Surtout que je pensais qu'il allait la vendre pour se faire de l'argent, parce qu'il était tellement voilà, à la rue à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, il va vendre même le dernier bien de famille qu'il possède au monde. Vous l'avez vraiment pensé ? Ah oui. Ah oui. Oui, je l'ai vraiment pensé parce qu'il était capable de tout. C'est quelqu'un qui était vraiment capable de tout et qui inventait des histoires absolument rocambolesques. Parce que ça, c'est quand même effectivement une bague qui... C'est vrai qu'on s'appesantit un peu sur cette bague, mais elle est en lien totalement, c'est le trait d'union avec toute l'histoire qui est contenue dans ce livre, entre Louis, Hubert, qui était donc le père de Louis, et évidemment ensuite Emmanuel, votre propre père. Tout à fait, tout à fait. Donc la chevalière aux armes des Montaigu. Exactement, la chevalière aux armes de votre famille. Et donc effectivement, ça a été très douloureux quand il me l'a repris. Je me suis vraiment demandé ce qu'il allait en faire, et je découvre à la fin finalement, comme vous l'avez dit, qu'il a finalement confié à mon demi-frère, voilà, qu'il a eu d'un autre lit plus tard, mais sans que lui-même ne me dise rien. Toujours, voilà, c'est toujours son côté, éviter les sujets, nous embrouiller avec des histoires. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a cherché à faire, qu'est-ce qu'il a cherché à dire? Et je pense que donc mon dernier frère, Augustin, finalement, lui avait envie de recevoir cet héritage de mon père, envie de suivre les traces de mon père jusqu'au bout, dans ses grandeurs comme peut-être dans ses misères, voilà, parce que tout va ensemble. Tandis que moi, finalement, j'avais envie d'écrire ma propre histoire et m'en libérer, en fait, peut-être. Et donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Une libération qui ne peut jamais se faire, puisque vous le disiez, et puis on le voit bien en filigrane ou pas, il y a une histoire de dette. Cette histoire de la transmission de la dette au sens propre et figuré. Au sens propre, puisque en fait le secret de Louis, parce que c'est vrai qu'on c'est ce sur quoi vous enquêtez, pourquoi est-il mort il y a 3-4 ans où il disparaît, on ne sait pas ce qui se passe, enfin c'est très très bien raconté. Et on voit qu'il y a quand même des histoires d'argent finalement derrière tout ça. Donc la dette, et puis évidemment vous qui êtes, je crois aussi un peu versé dans la psychanalyse, pour avoir vécu en Argentine en plus, il y a aussi la dette au sens symbolique évidemment du terme. Donc vous avez apuré la dette ou au contraire vous l'avez révélée En tout cas, j'en ai pris conscience. Et c'est ce que, en fait, pour revenir à cette histoire de libération, on ne sait jamais si on se libère des fardeaux dont on hérite, des histoires familiales, des non-dits, mais au moins en prendre conscience, mettre des mots dessus, c'est déjà s'en libérer à moitié. Et donc finalement, moi, de comprendre que, en fait, j'ai compris mon père à travers ce livre. C'est ça qui était très intéressant, c'est qu'en enquêtant sur cet arrière-grand-père, sur le mystère, vous l'avez dit, il a disparu, en fait, il a quitté l'armée du jour au lendemain, il l'a réintégré juste avant la guerre de 14, et tout d'un coup, c'était plus du tout le même homme, c'était un vieil homme brisé, qui avait perdu le feu sacré, qui n'arrivait plus à mener ses hommes, comme s'il avait vécu un drame pendant ces 3 ans où il avait disparu de sa propre vie. Et donc, en fait, en comprenant ce qui était arrivé à Louis, et les revers de fortune de Louis, j'ai mieux compris mon père et j'ai mieux compris, en fait, toute cette branche familiale qui était finalement empoisonnée par les mêmes rêves de gloire et surtout d'une grandeur évanouie. C'est-à-dire que chacun, à sa manière, a essayé de restaurer une gloire, une fortune, une aura que la famille avait perdue depuis longtemps. Et chacun a échoué de manière dramatique d'une certaine manière, et ça a été aussi le cas de mon père. Et donc de comprendre que disons que toutes les choses qui m'avaient blessé chez mon père dans mon enfance et dans mon adolescence, et notamment le fait qu'il soit complètement ruiné, qu'il me tape sans cesse du blé, qu'il mente à tout le monde, à ses tantes, à ses anciennes maîtresses et tout ça, qui squatte chez les uns, chez les autres. Enfin, c'était assez terrible de voir le mythe du père qui s'effondre à l'adolescence. Et ben, je comprends que ce n'est pas uniquement lui le responsable, mais l'héritage
l'héritage qu'il a eu finalement de cette recherche un peu maladive. Voilà, il était malade, il avait une maladie d'orgueil en fait, mais qui, disons, infectait toute cette famille depuis très longtemps. Et donc c'était très très intéressant finalement de comprendre que ce mal, voilà, irriguait chaque génération et qu'il se transmettait, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire que sans que les uns et les autres soient vraiment conscients qu'eux-mêmes étaient porteurs finalement je file la métaphore de la maladie, mais de ce virus de la grandeur et de la gloire évanouie, de cette gloire aristocratique évidemment, où ils n'avaient plus que le nom, mais leur réalité ne coïncidait plus du tout avec la réalité qui avait pu être la leur plusieurs siècles en arrière. Et donc vraiment, ça a été une manière aussi donc, de comprendre mon père et de lui pardonner. En fait, c'est un livre de pardon et finalement d'arriver à l'aimer dans toutes ses grandeurs et ses faiblesses. Et le fait d'aller au bout de cette enquête m'a vraiment, alors que il est décédé au cours du livre, je raconte à la fin du livre, mais d'écrire ce livre m'a rapproché de lui d'une manière absolument inouïe et extrêmement belle. Et j'ai pu vivre le deuil d'une manière extrêmement poignante, parce que c'était très douloureux d'écrire ce livre. Il m'arrivait souvent de pleurer pendant l'écriture, mais en même temps je le sentais proche et j'arrivais enfin à le saisir. Peut-être je touchais son âme, son essence comme jamais je ne l'avais touché jusqu'alors. Et il y a eu une rencontre par-delà la mort avec mon père, et c'est ça qui a été très fort en fait pour moi. Avec ce récit, vous avez renoué avec votre père, mais vous avez aussi renoué avec la branche familiale de votre mère, puisque votre mère fait partie de la famille Gallimard, Simone Gallimard. C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère. Donc Françoise, c'est ma mère. Françoise Gallimard, pardon. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, c'est un couronnement quand même, ce prix Interallié. Prochain livre, c'est chez Gallimard. Non, parce que j'ai toujours mis un point d'honneur de jamais publier, évidemment, chez les Gallimard, et je pense que c'est une question de crédibilité, évidemment, et j'ai toujours voulu faire mes preuves en dehors de la maison familiale. Pardon ? Elles sont faites, là. Elles ne seront jamais faites, les preuves. Moi, je crois que justement, c'est une remise en question à chaque livre. Et c'est un roman d'étape, là, quand même, non ? Ou un récit qui marque une étape. Écoute, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus de trouver ma voie littéraire, de savoir le genre de livre que je vais écrire, le genre de livre qui, au XXIe siècle, me semble intéressant. Ces récits, ces romans de non-fiction, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire où finalement on s'empare de la réalité. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce que moi, je pense que dans ce monde de plus en plus virtuel, où il y a de plus en plus de fake news, où en 2 clics, on a n'importe quelle image et on ne sait plus si elle est vraie, finalement, de se colter avec la réalité et de parler avec sincérité et honnêteté à partir de sa propre histoire et de raconter une histoire vraie, finalement, c'est quelque chose que la littérature peut apporter dans notre époque qui est essentiel, à mon avis. Et vous nous l'apportez. Je vous propose de passer à la deuxième partie, celle où je m'éclipse avec 4 mots. On va continuer à parler de littérature, de votre récit et de votre vie aussi. À tout de suite. Thibaut de Montaigu, voilà. On passe à la deuxième partie avec ces mots que je vous propose. Et voici le premier mot qui résonne beaucoup avec ce qu'on a déjà dit et avec votre livre. Un mot d'origine équestre, mais pas que, le mot panache. Ah, magnifique, oui. Panache. Panache. Je rêve de créer une revue qui s'appellerait Panache, figurez-vous. Ah, beau titre. Oui, c'est un beau titre et je crois que c'est une vertu ou un défaut, mais on l'appellera comme on veut, mais très français en fait. Et en effet, dans le livre, à un moment où je dis parce qu'il est noté dans le dossier militaire de mon arrière-grand-père Louis, au moment où il est en formation, son cheval bute contre une barre lors d'un entraînement équestre et il est dit qu'il fait panache. Et il va se blesser, cette blessure va interrompre en fait sa carrière pendant 3 ans. Et je dis voilà où mène le panache. Et en fait, c'est assez intéressant parce que tous les êtres de ma famille sont habités par ce panache, par cet idéal de panache très français, où finalement le style est plus important que le résultat d'une certaine manière. C'est comme ça que je le définirais, ou en tout cas, l'important c'est pas d'accomplir les choses, mais les accomplir avec panache, ça veut dire avec élégance. Et ça, c'était le cas de votre
père. Et c'était tout à fait le cas de mon père. Mais c'est également. votre cas également. Panache aussi dans la définition, ce sont ces plumes qui ornent les coiffures et les casques, notamment les casques des hussards. Tout à fait. Vous êtes vous-même une plume. On peut C'est filer vrai. plusieurs métaphores. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Hussards, les chevaliers. J'avais pas pensé à la plume et la Eh filiation de la. Et vous aussi, vous êtes un peu un hussard. Alors, C'est ce qu'on dit. oui, c'est ce qu'on dit parce Si on que pense au mouvement littéraire. si on pense au mouvement littéraire, en Mais effet. pareil comme votre aïeul. Tout à fait. Mais il y a un moment où je dis aussi que alors le style français à cheval, c'était très intéressant, tel qu'il était enseigné à l'école de cavalerie de Saumur, qu'a fait mon arrière-grand-père Louis, et qui est la grande école de cavalerie où tous les grands cavaliers sont passés. Le style français, c'est le naturel, c'est avancer en avant, calme et droit. Et c'est vrai que j'essaye d'écrire aussi de la même manière, c'est-à-dire que gommer tout effort, faire en sorte que la phrase paraisse absolument fluide et naturelle, alors qu'elle nous a coûté des heures et des heures d'effort. Pour moi, ça correspond au style français en fait, et c'est quelque chose que je poursuis aussi dans mes livres. Donc peut-être d'une certaine manière, j'essaye d'écrire avec panache aussi. En avant, calme et droit, François Nourricier aussi. Tout à fait, tout à fait. Qui en avait fait le titre d'un de ses ouvrages. Si on file la métaphore équestre, puisque panache, ça nous fait penser à se faire panache, effectivement, je pense également à votre épouse argentine, Sofia Achaval, qui a créé une marque à cheval, Pampa, inspirée du style des gauchos argentins. Beaucoup de chevaux dans votre vie quand même. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant en effet. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai appris enfin à monter à cheval bien parce que mon père m'a soumis à des cours d'équitation jeune, mais je montais comme une patate. Tout le monde se foutait de ma gueule, croyait que j'allais tomber. Enfin, j'étais en panique dès que j'étais sur un équidé. Et finalement, en Argentine, grâce à elle, voilà, parce que sa grand-mère avait une ferme dans la Pampa et donc on allait souvent là-bas. Voilà, j'ai enfin appris à monter à cheval. Et je crois que c'est quelque chose qui était tellement important dans ma famille, qui nous a poursuivi génération après génération. Cet idéal de la chevalerie, en fait, tout simplement. Louis, qui est mort dans cette charge de cavalerie en 14, était peut-être un des derniers des chevaliers. Mais mon père a essayé d'être un chevalier dans une époque sans guerre. Et moi, voilà, d'une certaine manière, cet idéal chevaleresque continue de me poursuivre. Mais c'est vrai que j'adore monter maintenant à cheval avec mes enfants dans la pampa, dans ces étendues, dans ce vertige horizontal, comme l'appelait Drieux. Ces étendues sans fin, c'est un endroit un des endroits que je préfère au monde. Et voilà, je continue cet idéal là-bas d'une certaine façon. Plus de polo en revanche. Alors le polo, c'est très difficile, c'est très cher. Alors j'ai des amis qui m'invitent quelquefois à jouer avec eux. Polo argentin. Le polo, les chevaux sont d'une sensibilité sublime. Ils sont extrêmement nerveux, extrêmement musclés, extrêmement rapides. Mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux et c'est très difficile de bien jouer au polo. Mais c'est un très beau sport. Donc du panache, vous conservez la plume. La plume plus que les... Et la brillance. J'essaye à tout le moins. Allez, deuxième mot. Thibaut de Montaigu, arbre. Ah oui, arbre. Oui. On en voit beaucoup dans votre roman, l'arbre généalogique, évidemment. On pense à celui-là, il y en a plusieurs d'ailleurs. Alors l'arbre généalogique, en effet, il y a cette très belle phrase de René Char qui dit « On ne chante jamais aussi bien que dans les branches de son arbre généalogique ». Et je pense que finalement, c'est assez étonnant parce que beaucoup de lecteurs qui viennent me voir après l'écriture de ce livre m'ont dit c'est un livre qui m'a donné envie de partir dans des recherches généalogiques sur ma famille. Je me suis rendu compte que je connaissais quelquefois l'histoire de mes parents, mais mal celle de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on commence à faire des recherches dans sa famille, premièrement, on trouve des choses. Au début, moi, je pensais, par exemple, quand j'ai commencé ce livre, et mon père m'a demandé d'enquêter sur mon arrière-grand-père, que je n'allais rien trouver. Je me suis dit, la guerre de 14, c'était il y a plus de 100 ans. Quels documents reste-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas été écrit, etc. Et pourtant, en fait... en passant des coups de fil, en tapant des portes, on trouve des vieilles lettres à l'écriture illisible, des petites photos en noir et blanc, au bord crénelé, comme cela. Et j'ai trouvé de plus en plus d'histoires, de pistes, d'idées. Et
et vraiment, ça a commencé à éclairer la vie de mon père et la mienne aussi. C'est ça qui est très étonnant. On pense que le passé, c'est souvent quelque chose qui est complètement séparé du présent, qui est quelque chose de poussiéreux, en noir et blanc, alors que finalement, on comprend beaucoup de choses de soi-même en allant, en remontant dans les branches de son arbre généalogique. Donc mon livre Cœur explique vraiment ça, ce processus finalement que remonter dans le passé, au final, c'est peut-être se construire un avenir, quoi. C'est aller devant de son propre futur parce qu'on va se comprendre soi-même. Et c'est quelque chose qui est essentiel dans mon livre Cœur. Vous parliez d'éclairage, vous éclairez également pour vos frères et votre sœur. Vous avez donc 2 demi-frères et une sœur, Lene. Voilà, alors c'est un prénom d'origine norvégienne, on prononce Lina, c'est assez étrange alors que ça s'écrit Lene en effet. Et j'ai un frère, un jeune frère de la même mère et ensuite un demi-frère Alexis et une autre. Augustin. Voilà, Alexis, Augustin et Lina. Qui apparaissent dans Cœur. Tout à fait, parce qu'ils ont autour beaucoup... de votre père. Voilà, ils l'ont aussi accompagné dans sa fin de vie, parce que c'est un livre aussi qui raconte la fin de vie de mon père et les difficultés qu'on rencontre à cet égard. Et ils ont été absolument merveilleux et ils l'ont beaucoup aimé. Et donc c'est un livre que je leur dédie, en effet. Il est dédié à mes frères et sœurs, parce qu'ils n'ont peut-être pas connu le même père. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'un père, c'est pas le même pour chaque enfant. Et donc le père que je décris dans Cœur, c'est le père que j'ai connu, mais eux ont sans doute connu aussi un autre père. Et c'est ça qui est intéressant en fait, quand je mène des enquêtes littéraires, c'est de me rendre compte qu'il y a autant d'histoires que de narrateurs et que là j'ai encore interviewé, je ne sais pas, 40 ou 50 personnes pour ce livre. Et à chaque fois, chacune apporte un éclairage, vous parliez d'éclairage différent. Sur sa personnalité, sur des moments de sa vie. Des gens ont des interprétations différentes par rapport à des moments. Certains ont même des souvenirs différents. Et c'est très intéressant de se dire qu'aucun être humain n'est monolithique, n'a une vérité absolue, intangible, mais au contraire, on est des êtres pleins de nuances, on est des êtres moirés d'une certaine manière. Et plus on rencontre de gens qui ont connu cette personne, plus on arrive peut-être à son essence, à sa vérité. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre. C'est vrai que vous remontez beaucoup dans l'arbre généalogique des Montaigu, Tassin de Montaigu. Tassin de Montaigu, en effet. Au départ. Et Tassin tout court, même au départ, parce que c'est des négociants en sucre. Voilà, des négociants en sucre, en fait, des bourgeois d'Orléans, négociants en sucre, qui ont été anoblis au début du XVIIIe. Donc c'est la petite noblesse de robe provinciale, assez, comme il y en a eu beaucoup en France. Et ils ont eu le fief de Montaigu, disons le château de Montaigu, qui a été détruit depuis. Les Tassins ont fait complètement faillite, donc ils ont enlevé le nom Tassin pour ne pas être poursuivis par leurs créanciers. Donc, et les Tassins et Montaigu ont disparu. C'est ça qui est assez étonnant dans mon nom, c'est que je dis c'est l'histoire d'un château détruit et d'une ruine financière, quoi. Et donc c'était intéressant parce que en écrivant ce livre, j'ai découvert ça. C'est-à-dire que même dans mon nom, vous savez, les Romains avaient l'habitude de dire nomen est omen, le nom est le présage. C'est-à-dire que notre nom comporte d'une certaine manière toutes les potentialités de notre destin à venir, ou en tout cas raconte quelque chose du passé. Et c'est le cas dans ce nom de Tassin de Montaigu, qui porte les 2 grandes blessures, sans doute que mon père, à sa manière, avec sa folie des affaires, sa folie des grandeurs, sa folie des femmes, sa folie des voyages, a cherché à combler en fait. Il a cherché à réparer cette erreur dans sa biographie, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de château de famille et le fait de venir d'une famille qui était ruinée en fait. Et vous qui apportez cette pierre à l'édifice des Montaigu avec ce beau livre Cœur qui rentre dans tous les méandres de cette histoire familiale, je repense encore à on vient d'en parler, de la 2e
branche familiale Gallimard. Ouais. Je disais en rigolant un petit peu, vous allez publier chez Gallimard. Est-ce que ça, c'est aussi un arbre généalogique que vous allez davantage étudier prochainement ? Remonter. Oui, c'est certain que j'y viendrai. Là, c'est un livre qui m'a vraiment épuisé émotionnellement, qui a été très émouvant à écrire. J'ai vécu des moments très beaux, mais aussi durs dans l'écriture, parce qu'il m'a fallu revisiter tout mon passé. Donc je vais attendre un peu avant de m'attaquer à la branche Gallimard. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de souvenirs de famille, beaucoup de choses qui me définissent aujourd'hui. Et puis, voilà, si je suis devenu écrivain, c'est évidemment par la fréquentation des grands textes, voilà, qui pavoisaient la maison familiale et tous ces grands écrivains qui ont fait partie vraiment de ma mythologie personnelle de manière très forte et dès le plus jeune âge. Et pour moi, donc Gaston Gallimard, qui est mon arrière-grand-père, qui est le fondateur de la maison d'édition au début du XXe siècle, il personnifie aussi cet esprit français, cette quête de la beauté par-delà, disons, les divisions politiques ou religieuses ou morales, parce que lui vraiment publiait les textes d'auteurs extrêmement divers, extrêmement différents. Il était capable de publier Drieux et Aragon, Claudel, Égide, et il n'était pas du tout partisan, il n'était pas du tout politique, il n'était pas du tout calculateur, il était vraiment dans une recherche de beauté, d'élévation, et je pense que c'est quelque chose qui a caractérisé la vie culturelle française, en fait, cette exception culturelle dont on parle très souvent. Je trouve qu'il l'a incarné de manière absolument sublime, et c'est une grande inspiration pour moi. Passons au troisième mot, le mot paix. Ah. Paix. Paix, bah, la première. Oui, dites-moi. Oh, vous dites ce que vous voulez. Je pense aussi à votre fille, qui s'appelle Paloma. Et ça provient du mot paix. Vous devez le savoir. Oui, la colombe. La palombe, la colombe. Ouais. Et puis la paix qui arrive après des années un peu plus difficiles, peut-être pour vous. Alors, je ne sais pas si je suis tout à fait en Voilà. Est-ce que paix. vous êtes davantage en paix? Vous savez ce que disait Rimbaud, alors, parce après que les années de fuite fitzgeraldienne. Oui, alors c'est par rapport aussi à oui, évidemment, à la grâce, à cette révélation spirituelle, mais Rimbaud disait, et j'en parle à propos de mon oncle Christian, qui est un personnage central de la grâce, qui lui aussi a connu une conversion spirituelle à 37 ans comme moi, et qui avait vécu auparavant un peu comme moi une vie extrêmement éloignée de la foi. Finalement, il ne va pas être en paix une fois qu'il rentre chez les franciscains et qu'il a cette révélation, son chemin de Damas, etc. Et je cite Rimbaud qui dit le combat spirituel est plus âpre que la bataille entre les hommes. Et je ne crois pas que la spiritualité ou la grâce, ça soit un chemin de paix. C'est dérangeant. Je crois que c'est dérangeant de rencontrer Dieu. C'est dérangeant parce que ça bouscule beaucoup de certitudes, ça bouscule beaucoup d'habitudes. Et finalement, abandonner son propre empire, l'empire du moi, l'empire de l'ego et tout ça, c'est effrayant en fait, quoi. Et c'est très dur de se laisser aller avec confiance aux mains de Dieu. Donc c'est pas forcément la paix, même si c'est pas non plus l'angoisse existentielle qui présidait à mon existence avant. Parce que souvent on me demande qu'est-ce que la grâce a changé dans ta vie. Si je suis très très honnête, la chose principale qu'elle a changé, à part évidemment le fait d'avoir une pratique religieuse ou le fait d'être plus attentif aux autres et d'être peut-être plus équilibré dans ma vie, mais c'est surtout la fin de cette grande angoisse existentielle qui faisait que, en fait, j'ai pas de certitude absolue, mais la foi pour moi c'est la confiance, c'est fidéisme, c'est le fait d'aborder avec confiance
ce vaste mystère qui nous dépasse, voilà. Et donc c'est pas tout à fait la paix. C'est pas tout à fait quelque chose. La paix, j'imagine que c'est la fin de la guerre. Voilà, c'est l'armistice. On revient à la première guerre la Première Guerre mondiale. C'est l'armistice du 11 novembre 1918 où tout d'un coup c'est les canons qui se taisent, c'est le soulagement absolu. Donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la paix que j'ai rencontrée. J'ai trouvé la confiance, la foi. Voilà, c'est exactement ça. Quand je vous écoute, c'est plus pérenne cette foi-là, cette confiance-là. C'est plus pérenne. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la paix dont vous parlez, elle succède à la guerre, qui elle-même succède à la paix. C'est ça, exactement. Je pense qu'on a des moments de paix, on a des moments de guerre, on a des moments où on se sent en paix dans notre vie, on a des moments où on a des guerres intérieures qui se déclenchent et on ne sait jamais quand elles se déclenchent, à quel endroit, avec quelle personne, à quel sujet. Ça ne sert à rien évidemment de les chercher, mais ce que je veux dire, il faut profiter des moments de paix qui sont une bénédiction, évidemment. Mais c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que même si j'entre à nouveau en guerre, où je traverse une zone d'obscurité, je pense que je l'aborderai avec confiance, en tout cas. Ou les petites que je traverse, je les aborde avec confiance, voilà. Vous pensez que ces zones-là peuvent réapparaître ? Bien sûr, elles réapparaissent, ouais. Elles réapparaissent souvent. Parce que c'est vrai que vous le racontez d'ailleurs dans vos romans, traversez quand même des périodes de dépression, mais aussi de grandes fuites en avant, faites de futilité, d'argent, de luxe, d'apparence, de drogue. Je pense à votre premier livre, Les anges brûlent, ouais. qui raconte quand même l'histoire du suicide d'un jeune homme qui vous ressemblait. À l'époque, votre deuxième roman, c'est un jeune homme triste, encore une fois, ce jeune homme qui s'appelle d'ailleurs Emmanuel, comme votre père. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que petit à petit, on en est à ce 7e roman, un beau chiffre, ce 7, qui, voilà, encore une fois, qui semble ouvrir la porte à autre chose. C'est vrai que, en tout cas, et peut-être à la grâce. Et d'ailleurs, tiens, c'est notre dernier mot. Allez, Thibaut de Montaigu, on enchaîne sur la grâce, forcément. La boucle est bouclée. Allez, 4e mot, je vous laisse poursuivre. Ah bah, la grâce, évidemment, c'est un livre qui a été très, 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 très important pour moi, parce qu'évidemment, comme je disais, ça a été je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. J'ai écrit 330 pages pour raconter voilà, ce moment-là, et je crois qu'elles ne suffisent toujours pas. C'est-à-dire que comme je dis souvent, la grâce commence là où s'arrêtent les mots, et j'aurais préféré peut-être avoir le don de la musique pour raconter ce moment, voilà, ce moment inouï, voilà, où j'ai rencontré Dieu, où j'ai eu la certitude d'être aimé par Dieu, et c'est drôle parce que ce livre n'a pas épuisé ce mystère. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs dans toute forme d'extase, et donc dans l'extase mystique, il y a un moment de suspension de la pensée absolue, et donc mettre des mots sur Dieu, sur le plus grand des mystères, c'est forcément le rabaisser à de piètres dimensions humaines. Mais je n'ai que les mots, je n'ai que ces piètres dimensions humaines à ma disposition. Donc j'essaye de faire avec, mais je serai toujours en deçà de la grâce, je serai toujours en deçà de ça, et j'aimerais y revenir. Je pense que j'écrirai à nouveau là-dessus, j'écrirai à nouveau des écrits spirituels ou en lien avec la spiritualité. J'ai déjà voilà, je le dois en tant que témoin. D'ailleurs, je l'écris en tant que témoin, ce livre. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé la question à un moment donné, après avoir reçu cette révélation. Je me suis dit, mais regarde ton oncle Christian, qui a fait vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance, qui s'est engagé chez les franciscains, qui s'est retrouvé voilà, en robe de bure et en sandales à Sangatte, à s'occuper des réfugiés, à être tout le temps auprès des plus démunis. 37-38 ans après avoir laissé tomber son smoking et ses soirées mondaines, en fait. Voilà, mais lui, il a vécu un vrai retournement de vie, comme Charles de Foucault, comme Rancet, comme tant d'autres, comme Saint François d'Assise, qui a été sa grande inspiration et qui est très présent dans la grâce également. Et moi, je me suis dit, mais regarde, ta vie a à peine changé, qu'est-ce que tu changes dans le monde Et bon, vous avez des points communs aussi avec cet oncle, cette conversion au même âge, 37-38 ans. Oui, mais je me suis demandé... Vous êtes plus proche de Christian ou d'Emmanuel ?
De votre oncle ou de votre père, finalement? Je crois que je suis des deux. Mais c'est-à-dire oui. que Christian avait cette énergie-là que je n'avais pas pour aller vers les autres. Et moi, en fait, j'ai reçu de ce petit don qui est d'écrire. Et j'ai compris que c'était ça, en fait, ce que je devais faire, c'était écrire là-dessus. Et c'était comme ça que je pouvais témoigner et rendre grâce. Parce que la grâce, on la reçoit, mais c'est aussi la gratitude qu'on éprouve par rapport au don, rien qu'au don de la vie qu'on a reçu. Et donc, c'est à travers les mots que je pouvais rendre grâce. Et voilà, c'est ce que je comprends à la fin du livre, et je raconte. Mais il faudra que je continue à le faire. Ça se termine pas là. On attend la suite. Ce qui est étonnant, c'est que, comme pour le livre Cœur, vraiment des beaux titres, hein, Cœur, la grâce, tout démarre par des enquêtes à chaque fois. C'était une enquête quand même assez curieuse qui vous a mené sur le chemin de la grâce, celle pour aller voir un petit peu du côté de Xavier Dupont de Ligonnès, Oui. qui lui aussi avait des histoires de dettes. Voilà, c'était sans doute déjà travaillé par ce sujet-là, de cette aristocratie provinciale désargentée qui termine mal. Et donc j'étais fasciné par sa disparition, comme beaucoup de Français. Et donc c'est, oui, en effet, pour ça que je me suis rendu dans ce monastère, dans le Vaucluse, où il avait coutume de faire des retraites adolescents, en me disant c'est peut-être un endroit où il pourrait se cacher. Mais il était très, très pratiquant aussi. Il était très pratiquant, et comme je le dis, il y a eu un retournement étonnant, c'est que je cherchais le diable et j'ai rencontré Dieu, et lui qui croyait en Dieu est devenu le diable. Parce qu'il a perdu la foi, et voilà, c'est la phrase d'Ivan Karamazov, si Dieu n'existe pas, alors tout est possible. C'est-à-dire que si on n'ancre pas sa morale sur une forme de transcendance, Dostoïevski. Chacun définit le bien et le mal selon voilà, son humeur du jour, selon ses envies. Et donc il y a quelque chose de très fort voilà, qui s'est produit dans une sorte de changement de parcours entre les deux. Et effectivement, mais c'est aussi pour montrer que finalement la grâce frappe n'importe où, là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que moi j'étais complètement athée à l'époque, j'étais même... si vous voulez, j'étais en train d'enquêter dans un monastère en me faisant passer pour un retraitant. Donc c'était assez étrange. Je me sentais comme un imposteur dans ce lieu-là. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a participé à me faire sentir de plus en plus désaxé, jusqu'à ce que jusqu'à cet office de complis. Un soir dans la chapelle glacée où j'étais seul et où j'ai été foudroyé par la grâce, comme Claudel derrière son pilier de Notre-Dame d'une certaine manière, comme tant d'autres, qui l'ont aussi, comme Pascal et sa nuit de feu, comme tant d'autres dans cette littérature-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que depuis que j'ai écrit La Grâce, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « mais c'est incroyable, vous avez exactement raconté ce qui m'est arrivé ». Et souvent on se sent seul dans ces moments-là, quand on reçoit une révélation spirituelle, on reçoit ce pain surnaturel, voilà, cette possibilité d'un contact charnel avec l'au-delà, c'est quand même extrêmement puissant et renversant, et de se dire que d'autres sont passés exactement par le même endroit, c'est bouleversant. Et je reçois encore beaucoup de témoignages dans ce sens-là, et ça me bouleverse à chaque fois, quoi. Comment se manifeste-t-elle cette grâce au quotidien, aujourd'hui, depuis cette révélation? Je crois que vous l'écrivez dans le livre, d'ailleurs, vous soulignez l'importance de la confession. La confession est très très importante, évidemment, pour voir à travers soi comme à travers un vitrail, enfin en pur... Mais je crois que la grâce s'écrit toujours au présent, déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'elle se manifeste. Et donc, évidemment, elle ne se décide pas, la grâce. Il ne faut pas l'attendre de soi. C'est en attendant précisément rien de soi qu'elle surgit, comme dirait Pascal. Et donc, au contraire, je crois que c'est dans les moments, justement... Simone Veil parle d'attente de Dieu, d'attention, d'humilité, de prière, de silence, que elle peut surgir, mais c'est là qu'il ne faut pas la réclamer non plus. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une décision de l'esprit. Mais ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on sait quand
quand la grâce parle en nous et quand elle ne parle pas. Et en fait, souvent, on se ment à soi-même et on fait des décisions qui ne sont pas justes. On est à côté de soi. Je répète souvent cette très belle citation de Julien Green qui compare la grâce à un accord parfait au piano et le péché à un accord qui sonne faux tout d'un coup dans une suite de notes. Le péché qui est étymologiquement en hébreu ata, qui veut dire manquer sa cible, tomber à côté. C'est pas la faute. C'est assez intéressant de se dire finalement on tombe à côté, on joue faux. Et en fait, combien de fois dans sa vie on joue faux, on tombe à côté, on est à côté de soi-même, on fait des choses, mais on sait que on n'est pas exactement dans l'amour, on n'est pas exactement dans le don de soi, on n'est pas exactement dans la vérité. Et tout d'un coup, on retrouve l'accord parfait. On fait quelque chose qui sonne juste, qui est en harmonie, qui résonne avec les autres êtres vivants, avec l'univers. Et ça, c'est les moments de grâce. Et les moments de grâce, voilà, ils peuvent surgir à n'importe quel moment. C'est ça qui est absolument merveilleux. Mais il faut savoir quand on joue faux. C'est ça qui est important aussi. Il faut être vrai avec soi-même. Et la confession aide à être vrai et à se dire, bon, bah là, je suis en train de jouer faux. Je suis dans le péché. Donc, vous confessez souvent. C'est le cas aujourd'hui. Je me confesse souvent, je prie souvent dans les églises aussi, et j'essaye d'être sincère et d'être vrai avec moi-même quand j'ai pas envie de l'être. Bon, vous allez à la messe aussi régulièrement? Je vais à la messe. Enfin, j'avais la foi ardente des convertis, je pense, juste après la grâce. Donc j'étais extrêmement assidu à la messe. Je le suis moins, mais je fais souvent ce que j'aime beaucoup, c'est des retraites dans des monastères. Et d'ailleurs, pour l'interallié, juste quand on m'a appris que j'avais le prix à l'interallié, j'étais à l'abbaye de Fleury, là où sont conservées les reliques de Saint-Benoît. C'est un lieu de la chrétienté, là, à 2 heures de Paris, et une abbaye où s'est retiré Max Jacob. Vous allez le visiter, Cocteau, Picasso, etc. C'est une sublime abbaye romane. Et donc souvent, voilà, j'aime bien me retirer quelque temps dans des abbayes. C'est là vraiment où en fait j'arrive à être le plus proche de ce sentiment que j'ai touché, voilà. De grâce. De grâce. Allez, je retourne vers vous pour la conclusion. À tout de suite. Alors, Thibaut de Montaigu, comment avez-vous vécu cette expérience de confession? Confessionnelle ou au cabinet de psy? Confessionnel, évidemment, mais écoutez, c'était... je pense, voilà, j'ai essayé d'être comme au confessionnal, de parler avec sincérité, et ça fait du bien toujours de se confesser. Oui. Oui. Vous l'avez senti là aussi? Je l'ai senti. J'ai senti que souvent, tant qu'on n'a pas mis des mots exactement sur ce que nous habite intérieurement, et ben ça reste un peu nébuleux, un peu obscur. Et tout d'un coup, voilà, d'articuler une pensée, des mots, de les placer devant soi, on comprend un peu mieux ce qui nous habite et peut-être où on doit aller par la suite. Et parmi les 4 mots que je vous ai proposés, lequel vous avez le plus... J'ai quand même envie de dire la grâce, parce que l'émotion, quand je l'entends à chaque fois, est encore vivace. Ça a été une bénédiction spirituelle et une bénédiction littéraire, comme je disais aussi, parce que c'est un livre qui a changé ma carrière. Voilà. Et pour nous, lecteurs également, il est juste à côté de vous, La Grâce. Et un deuxième livre béni et qu'on lit de tout cœur, sans mauvais jeu de mots, c'est Cœur, justement. Très beau titre aussi, Prix Interallié 2024 aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore. Vous pouvez retrouver l'émission comme d'habitude sur ktotv.com pour la rediffusion. À la semaine prochaine, à bientôt.